Merci, professeur François Roch, pour la parole. Je vais aller directement avec la présentation de l'orateur de ce jour. Il s'agit de Monsieur Fali Kourouma, qui est juriste et passionné par les enjeux internationaux. Actuellement, il est en maîtrise en droit international et politique internationale à l'Université du Québec à Montréal depuis 2024. Il a précédemment été conseiller juridique pour des entreprises évoluant dans le secteur minier, puis responsable juridique au sein du cabinet de consulting Chilien Développement au Maroc, actif dans le domaine de la gouvernance démocratique depuis 2023. Il est responsable de l'Observatoire pour la gouvernance démocratique en République de Guinée, une organisation de la société civile guinéenne. Il a une vision tournée vers l'avenir et croit fermement à l'impact des actions collectives. Pour lui, la force des partenariats durables et une gouvernance sont essentielles pour relever les défis mondiaux. Son engagement se concentre sur quatre objectifs des développements durables. Il s'agit de la lutte contre la réduction des inégalités, la promotion de la paix et de la justice et de l'efficacité des institutions, et les partenariats pour la réalisation des objectifs, donc l'ODD 17, dont il présentera aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Merci. Merci Blaise Pascal. La parole est à vous, Monsieur Kourouma. Je vous invite à partager votre PowerPoint. Alors, 12h40. Bonjour ici à Montréal et puis bonjour à tous les autres membres qui sont un peu partout dans le monde, ou bonsoir en fonction de vos territoires et de vos pays là où vous nous recevez. En tout cas, tout le plaisir est pour moi aujourd'hui de me tenir en face de vous pour communiquer, et discuter, échanger autour d'une thématique qui s'ancre dans l'actualité, mais qui permet aussi d'avoir une vision un peu plus prospective sur les questions de développement. Et, je remercie le professeur Blaise Pascal pour cette présentation qui est brève. Effectivement, je suis candidat à la maîtrise en droit international et politique internationale à l'UQAM, dans un programme assez interdisciplinaire qui nous permet d'avoir une vision assez croisée sur les questions de droit, mais aussi des dynamiques politiques, ce qui me permet dans mes travaux d'avoir quand même une démarche et une appréhension plutôt critique de la question, mais aussi des propositions. Alors, le thème du jour de la conférence de midi d'aujourd'hui porte sur les ODD 17 dans le Sahel, l'urgence de construire des partenariats durables face à la fragilité des États et aux crises multidimensionnelles. Pour aborder cette thématique, je vous ai fait une proposition de plan, une présentation, un cheminement qui va, disons, ponctuer le fil de notre conversation, puisque en voyant également la thématique, on s'aperçoit que c'est assez holistique. Donc, il va falloir quand même qu'on essaie de la cadrer pour ne pas avoir des sorties de pistes. Donc, le plan de présentation portera sur l'introduction, une brève introduction sur le thème et sur ce qui sera dit, un cadre conceptuel de la thématique pour pouvoir mieux appréhender et orienter nos réflexions et nos discussions. Une mise en contexte aussi de l'objectif 17 et les limites un peu de façon plus brève de ce partenariat actuel au niveau africain et plus précisément au niveau du Sahel. Et puis, je porterai un regard un peu plus de zoom sur le Sahel en général, mais sur le Sahel central qui porte sur trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Et en guise de proposition, des réflexions tirées de la littérature grise des institutions internationales et quelques critiques vous seront exposées pour voir dans quelle démarche on peut apporter beaucoup plus de vitalité à cette question d'objectif 17. Et nous terminerons par une conclusion qui va ouvrir des discussions, un débat, ainsi de suite. Donc, je vous remercie pour cette attention que vous avez accordée à la thématique et pour nourrir les débats de cet après-midi. Alors, en termes de cadre conceptuel, comprendre que l'objectif 17, les ODD 17, disons, se trouve bien sûr en termes de liste en dernière position des 17 objectifs. Ce n'est pas sa position de 17e qui fait qu'il est moins important ou bien il est plus important. Comme le dit l'agenda 2030, tous les objectifs sont interconnectés et il n'y a pas également de préséance en termes d'objectifs, puisque l'objectif est de faire en sorte que chaque objectif puisse être un moteur qui puisse apporter une vitalité aux autres objectifs, avoir un développement intégré et durable pour pouvoir servir les générations futures. Et en parlant du cadre conceptuel de cet objectif, on se sert de la définition de l'ONU qui nous dit que renforcer le partenariat mondial pour le développement durable, c'est d'associer à des partenaires multipartites permettant de mobiliser, de partager des savoirs et des connaissances spécialisées en termes de technologie, de ressources financières, et d'aider les pays, en particulier les pays en voie de développement, et atteindre les objectifs du développement durable. Donc, l'accent est mis sur les pays en voie de développement, l'accent est mis sur les pays insulaires, l'accent est mis sur également aussi les pays enclavés qui n'ont pas de façade maritime, ce qui circonscrit, disons bien, avec le cas du Sahel, parce que lorsque nous allons faire une présentation du Sahel, vous vous rendrez bien compte que ces trois États n'ont aucune ouverture sur la mer, ce qui rend un peu plus compliqué des fois la transformation économique de ces États. Et en termes de partenariat durable, en explorant un peu la littérature, qu'elle soit au niveau onusien et au niveau académique, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un concept assez défini en termes de partenariat durable. Parce que l'ONU met l'accent sur les partenariats. Mais est-ce que c'est un partenariat durable? Ce sont des partenariats circonstanciés, ce sont des partenariats pour un certain temps, ce sont des partenariats, disons, pour une période. Mais moi, dans ma démarche de pouvoir asseoir un cadre conceptuel, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'entends par partenariat durable? Par partenariat durable, et puis en explorant la littérature, je suis parvenu à mobiliser quand même une définition, une explication de ce partenariat durable à travers Gréby, qui évolue, disons, dans le cadre aussi des ODD, mais plus particulièrement avec les compagnies et les entreprises privées qui peuvent aller. Je trouve sa définition assez intéressante que je vous partage. Il dit ceci: un partenariat durable est une collaboration à long terme entre deux ou plusieurs organisations issues de secteurs différents, que ce soit public, privé, société civile, conçues pour atteindre des objectifs communs de développement durable en partageant des ressources, des compétences et responsabilités et en produisant des bénéfices mutuels tout en générant un impact positif sur la société et l'environnement. De cette définition et de cette conceptualisation du partenariat durable, il se trouve que je trouve cette définition conceptuelle assez alignée sur la philosophie et les objectifs et la vision définie par l'agenda 2030, qu'il s'agit de transformer notre monde et ne mettre personne à côté. Parce que deux éléments sont importants: la question générationnelle, mais aussi la question de pouvoir produire une croissance qui n'impacte pas sur l'environnement. Donc, si des partenariats assez solides avec des institutions, que ce soit au niveau du privé, au niveau du public, du secteur public, permettent quand même de pouvoir atteindre un certain objectif sans pouvoir mettre à mal ces deux éléments, je trouverais que c'est une définition conceptuelle qui est importante de mobiliser et qui pourrait peut-être, dans
le cadre d'un article où je serais un peu beaucoup plus inspiré de pouvoir, pourquoi ne pas travailler là-dessus et publier. Parce que en parcourant, disons, une grande partie de la littérature onisienne ou certaines institutions qui viennent expliquer ces concepts, c'était quand même assez curieux de constater qu'il n'y avait pas de définition sur ce partenariat durable. La suite du cadre conceptuel, fragilité des États et crise multidimensionnelle. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par fragilité des États? Parce que la thématique, c'est quand même c'est l'urgence de répondre à ces questions. Est-ce que des États qui n'arrivent pas à répondre aux questions économiques sont des États fragiles? Est-ce que les États qui ont une faiblesse institutionnelle politique, qui n'arrivent pas à répondre aux exigences civiles et politiques en termes de droits, est-ce que c'est un État fragile? Donc, la question, elle peut être assez ambivalente, où il est important quand même d'ancrer notre concept pour savoir qu'est-ce que nous appelons État fragile, pour se permettre de le mettre dans une case ou dans un cadran. Est-ce que ces États du Sahel répondent aux critères de la fragilité des États? Et dans cette mobilisation de définition du cadre conceptuel, l'OCDE donne une exploration et une vision assez intéressante qui nous semble être alignée à l'objectif que nous voulons donner à cette thématique. L'OCDE nous dit que la fragilité est la conjonction d'une exposition à des risques et une capacité insuffisante de l'État, d'un système ou d'une communauté à absorber ou à tenir ces risques. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une question factuelle qui est là, en termes de fragilité des États. C'est lorsque les États sont dans une incapacité de répondre aux questions qui se posent au jour, au moment, pendant, mais aussi une question de prospective en termes de risque. Est-ce que ces États ont une capacité, en cas de risque, de pouvoir absorber ces risques? L'exemple le plus frappant, c'est qu'on s'est rendu compte avec la crise du Covid-19 que certains États n'avaient vraiment pas de capacité d'absorber ce risque au niveau sanitaire parce que ça a mis en branle le système sanitaire, le système d'urgence médicale, ainsi de suite, de certains États. Donc, cette question de fragilité, elle peut être assez orientée en fonction de l'orientation que nous souhaitons donner, soit sur le terme politique, le terme économique, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le concept de fragilité des États. Crise multidimensionnelle, oui. En tant que juriste, je me suis posé la question, mais attendez, est-ce que ça existe dans le lexique des termes juridiques? C'est bon, il n'y a plus de... D'accord. En crise multidimensionnelle, je disais bien qu'en termes de définition, quand on explore un peu tout le glossaire et le lexique des termes juridiques ou termes politiques, on n'en trouve pas. Ce qui a beaucoup plus, d'ailleurs, nous a amené à s'intéresser un peu aux questions sociologiques et ainsi de suite. J'aurais voulu mobiliser la notion de polycrise conceptualisée et théorisée par Edgar Morin, qui est un sociologue, un bon philosophe. Mais cette notion de polycrise en termes de concept part d'un élément, c'est comme s'il y avait d'abord une référence. C'est une première crise qui donne naissance et qui génère les autres crises. Or que la crise multidimensionnelle, comme nous la concevons et que nous l'apercevons au niveau du Sahel, et que ce sont des crises interconnectées. Les crises sont tellement interconnectées qu'on se pose la question où se trouve l'origine de la crise pour pouvoir aller. Or que chez Edgar Morin, il y a déjà une source qui donne les conséquences sur les autres crises et si on arrive à répondre à la source de la crise, suivant la conception théorisée par Edgar Morin, on pourrait apporter des esquisses de solutions. Et la difficulté au niveau des crises multidimensionnelles, c'est quelle est la méthodologie qu'il faille mobiliser pour déjà atténuer et endiguer les premières crises
pour ne pas être en position de difficulté pour la résolution des crises. Donc, après avoir, disons, délimité ce cadre conceptuel et que vous appréhendez comme moi l'orientation que nous voulons donner à la thématique et quelle est la réponse que nous voulons apporter, il y a une problématique qui est là et que je vous partage. Cette problématique n'a rien à voir, disons, avec les questions de problématiques théoriques que nous faisons dans nos travaux académiques, mais c'est une problématique qui va me permettre quand même, en deux parties, de pouvoir, comme le dire, contextualiser les difficultés, les sources, les problèmes de cette des crises, mais aussi en termes, au sortir de cette conférence, que quand même que nous sortions avec des propositions à l'idée qui pourraient alimenter nos discussions, nos travaux dans le futur, puisque disons bien en constatant les différents membres de l'Observatoire, nous avons tous un profil différent, ce n'est pas simplement que des juristes, et ainsi de suite. Donc, c'est un profil assez interdisciplinaire qui, en mobilisant, peut être intéressant pour des propositions de solutions. Donc, cette problématique, elle se scinde en deux. Il y a une question principale. Pourquoi les partenariats sous l'égide de l'objectif de développement durable 17 ont-ils échoué à stabiliser le Burkina, le Niger et le Mali? Ça, c'est parce que depuis 2015, quand même, ça existe. Et à partir de 2015, ces États-là n'étaient pas d'abord en conflit ou en difficulté comme nous le constatons aujourd'hui. Bien sûr que par endroits, la crise a commencé au Mali en 2012. Nous rentrerons dans le développement lorsque nous serons sur ces pays. Mais pourquoi de 2015 jusqu'à maintenant, ces États qui font partie également du système des Nations Unies, de toutes ces organisations, ont eu du mal à absorber cette crise et à stabiliser leur territoire, leur pays, ensuite de suite. Ça, c'est une question qui se pose, puisqu'ils sont membres des organisations sous-régionales, des organisations ici intergouvernementales. C'est qui veut dire qu'il y a des fonds qui sont là, mais pourquoi ces fonds n'arrivent pas à stabiliser ces effets? La question secondaire, c'est comment construire des partenariats réellement durables dans un contexte de fragilité étatique et de crise structurelle. Cette question, elle est tellement importante que parce que des politistes ou des sociologues ou la communauté internationale aujourd'hui au niveau du Sahel propose une solution, il faut accélérer, c'est-à-dire c'est des coups de pression, il faut que les militaires quittent, organiser le processus électoral, rentrer dans l'ordre constitutionnel pour qu'il y ait un décantement de la situation et que la stabilité s'annonce. Or, cette proposition ou cette hypothèse de proposition de la communauté internationale est antinomique ou est en contradiction avec des aspirations endogènes, parce que les populations de ces territoires aujourd'hui manifestent une certaine adhésion aux autorités qui sont établies, même si la question de l'égalité peut être critiquable, mais la légitimité populaire est acquise. Donc, est-ce que, en essayant d'observer tout le registre juridique et le dispositif constitutionnel, toute la jurisprudence qui peut se poser, est-ce qu'on peut construire un partenariat stable avec des régimes qui ne sont pas reconnus démocratiquement? Ça, toute la question. Et qui ramène à poser la question également au niveau de l'agenda 2030 où on dit que il faut mettre personne de côté. Le but ultime, c'est que le développement est fait pour que l'humain soit au centre. Et vu que c'est l'humain qui doit être au centre, certaines apparences peuvent sauter à ce niveau. Donc, voilà les deux problématiques qui, je vous inviterai à garder beaucoup à l'esprit parce que ça va actionner le processus de nos analyses et de nos contributions. Au niveau du cadre juridique et institutionnel des partenariats. On conviendra avec moi que sous le contrôle de mon professeur, le professeur François Roch, je ne peux pas me permettre de dire que je vais mobiliser tout le cadre juridique et institutionnel du partenariat. Non, mais certains éléments ont pu être mobilisés pour le contextualiser en fonction des concepts qui ont été définis. Donc,
L'ODD 17, avant d'abord qu'on parle d'Agenda 2030, qu'est-ce qui peut motiver, disons, tous les partenariats, question partenariat international, coopération, aide publique, et ainsi de suite, qui sont des sous-éléments des objectifs de développement durable? Ça trouve sa base où en termes de fondement? Je me suis dit, ben, avant de mettre l'agenda, la résolution plutôt en amont, je trouve dans ma démarche purement juridique que suivant une classification de la norme la plus supérieure à la norme la plus inférieure en termes disons, d'effectivité, mais aussi comment je pourrais dire ça, de ce qui peut être universellement reconnu, pas, disons, contraignant, mais effectif. Au niveau de la charte des Nations Unies, l'article 55 pose le cadre de la coopération, où les États sont invités à coopérer dans un esprit de solidarité, mais aussi dans un élan de pouvoir mutualiser les efforts pour résoudre les questions qui se posent à eux, que ce soit des questions politiques, des questions économiques, des questions culturelles, ainsi de suite. Donc ça, c'est d'abord le premier dispositif juridique qui peut être ancré en termes de cadre juridique. C'est ça, qui est global. Parce que dans la coopération, tout peut exister. Ça peut être la coopération technique, la coopération scientifique, ainsi de suite. Après, c'est quoi le but de DD? Et comme je l'ai dit toujours, c'est de répondre aux besoins de l'humain et du collectif. Et en faisant disons, en faisant une lecture combinée de l'article, de l'alinéa 2 et de l'article 1 du PIDEX, le pacte international relatif aux droits civils de droits civils, économiques et culturels, social, et également du pacte international relatif aux droits civils, politiques et culturels, on comprend bien que ces deux articles-là de ces deux pactes, bien sûr, qui sont identiques, ont une même réponse, un même but, qui voudrait dire que les peuples sont amenés à collaborer ensemble, à faire une coopération pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi participer à résoudre les questions qui se posent à l'humanité. Donc, et j'ai aussi également lu dans l'article sur la Déclaration sur le droit au développement, qui est disons, un instrument juridique qui n'est pas contraignant, mais qui invite les États à rentrer dans un processus de résoudre les questions liées au développement. L'article 3 pose également le cadre dans le processus de la coopération et du développement. Et c'est l'ensemble de ces articles-là qui sont mobilisés pour moi en termes de cadre juridique, qui donnent, disons, une force et une assise au niveau des ODD 17 qui ont été adoptés par la résolution 71 de l'agenda 2030. Et dans cette résolution, au niveau de l'ODD 17, vous avez différentes cibles dont nous n'aurons pas l'opportunité avec le temps qui nous est parti là de pouvoir rentrer en détail, ainsi de suite. Donc, après avoir posé ce cadre juridique, je vais un peu accélérer parce que nous sommes un peu par le temps, il faut qu'on en discute. Le cadre global des ODD 17 et l'agenda 2063 et l'Union africaine. Donc, je trouvais que ces États qui sont le Sahel font partir d'un ensemble régional qui est l'Union africaine. Et en faisant une lecture croisée des éléments qui ressortent au niveau de l'ODD 17 et de la dimension plutôt du point 7 de l'agenda 2063 de l'Union africaine également, qui est un plan de développement intégré de l'Afrique, il y a une complémentarité. Puisque l'ODD 17 souligne l'importance des partenariats qui soient inclusifs, durables et responsables, mais l'agenda 2063 de l'Union africaine aussi parle d'une question intégrée, d'une Afrique intégrée, prospère et influente sur la scène internationale. Une Afrique intégrée, cette vision panafricaine, c'est faire en sorte que les frontières qui puissent exister entre les pays africains, qui sont des frontières, disons, issues de la colonisation, puissent sauter au profit
des questions de coopération, d'aide, d'assistance et de répondre aux défis de la pauvreté et également du développement qui s'oppose à ces pays. Donc, à mon sens, ces deux cadres convergent sur un même principe, puisque le développement africain passe par une coopération renforcée, mais aussi qui soit ancrée dans les priorités africaines. Euh, c'est vrai que si il faut mobiliser les fonds financiers pour faire face aux questions de développement dans les pays en voie de développement, il faut que ces financements soient orientés sur des questions, sur les priorités africaines. Parce que si les financements sont orientés en fonction des agendas de ceux qui ou celles qui donnent, ça ne rentre pas dans le processus du développement inclusif que l'ONU souhaiterait pour les États en voie de développement. Donc, la coopération internationale au niveau africain, c'est qu'il y a l'aide publique au développement, suivant le rapport de l'OCDE en 2024, 0,3% de hausse de l'aide publique au développement, mais loin de 0,7% du PIB promis par les pays riches, qui a été défini par cet agenda. Et le contexte politique, cette réduction d'aide s'explique par des contextes dont nous savons en grande partie, pour ceux et celles qui suivent l'actualité, c'est que la guerre en Ukraine, également le conflit en Moyen-Orient, ainsi de suite, ont fait changer les orientations politiques, les choix des pays qui sont en donateurs et en grande partie les pays de l'OCDE. Et seuls 35% des cibles de l'ODD 17 sont en voie d'être atteints. Ça, c'est le rapport que l'ONU donne en 2024. Donc, c'est quand même assez, ça interpelle, 35%. Donc, le potentiel des partenariats pour le développement africain, il y a. C'est-à-dire que l'Afrique ne doit pas, c'est pas qu'elle doit tendre la main, mais c'est qu'il y a un processus où il faut que ce partenariat peut être développé à l'interne. Tout n'est pas question des externalités. Il ne s'agit pas des questions d'externalité, tout peut être développé à l'interne. C'est que un système, un instrument est déjà mis en place pour ceux et celles qui s'intéressent aux questions africaines, c'est la ZLECAf. Et le professeur Roch, bien sûr, a beaucoup d'encadrement dans ce sens-là. La ZLECAf, c'est un instrument, disons, un programme qui ouvre des opportunités concrètes si vraiment une urgence est mise là-dessus, mais aussi une attention particulière est portée par les gouvernements et par ceux et celles qui ont la décision politique. Parce que ça permet de réduire des coûts commerciaux jusqu'à 14,3%. C'est quand même, c'est une analyse faite par Songwe en 2021. Pourtant, quand on prend la part du développement économique, les pays moins avancés dans le commerce mondial stagnent à 1% depuis 2011. Ce qui veut dire que les questions de douane, les questions de commerce, ainsi de suite, font en sorte que les pays moins avancés, les pays en voie de développement, particulièrement ceux de l'Afrique et ceux de l'Amérique latine, ont des difficultés d'avoir accès au marché à l'international. Et le fait d'avoir accès au marché à l'international, c'est que vous conviendrez avec moi que ces questions de partenariat ne sont pas assez riche pour ces pays pour tirer des ressources, en faire face à la diversité de leurs besoins et puis également de leur plan de développement. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui de pouvoir diversifier ces partenariats en étant souligné, bien sûr, aligné aux sous-cibles et aux cibles de l'agenda 2030 des Nations Unies, en essayant de voir les questions d'inclusion, faire participer la société civile, apporter un cadre d'échange mutualisé et franc avec les compagnies et les entreprises à l'interne de ces États, parce que c'est important. Il faut mettre dans la globalité toutes les institutions qui pourraient apporter une réponse euh, aux questions de développement de ces États. Le déficit du financement. Tout à l'heure, avant qu'on commence cette conférence, le professeur Roch et notre cher invité parlaient également des questions sur le déficit du financement. Nous le savons tous parce que pour ceux et celles qui s'intéressent à l'agenda 2030, c'est 4 000 milliards de dollars qui manquent. Là, vous l'avez ça sur le tableau, sur le slide. Mais le secrétaire général de l'ONU, face à ce manque, demande juste qu'il y ait 500 milliards juste à mobiliser pour pouvoir ajouter pour relancer les ODD.
puisque 60% des pays à faible revenu risqueraient ou risquent de faire un surendettement. Ça, c'est un rapport donné par le FMI. Donc, quand on croise ces données-là, on comprend que quand même, il y a une urgence qui est là. Qu'est-ce qu'on fait de cette urgence? Parce que c'est un terreau fertile à d'autres types de crises dans d'autres régions. Ce n'est pas simplement pour l'Afrique, mais c'est pour la généralité des pays qui sont en développement, en voie de développement et les pays moins avancés. Donc, ce déficit de financement pourrait interpeller les personnes qui s'intéressent aux questions de développement, ainsi de suite. Les limites de partenariat actuelles aujourd'hui, c'est que avec la montée de la Chine, de la Turquie, les questions de concurrence géopolitique, ces cloisonnements au niveau de l'Afrique créent, disons, beaucoup d'étouffement pour libérer les questions de financement. Et parce que chaque agenda est dicté par quelque chose, chaque agenda est dicté par une ambition politique, une certaine hégémonie de ces États. Et aussi, il y a un manque de transparence dans certains investissements de ces États africains qui fragiliserait plutôt, qui fragilisent la dette. Et la dette est une question importante aujourd'hui dans ces pays. Et aussi les armements, donc la course aux armements, que ce soit en Europe ou surtout en Afrique aussi, bloque le financement des secteurs sociaux de ces pays pour répondre aux autres objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, tout ça, c'était juste une généralité pour voir à quel niveau on se trouve avec le DD17, même si certains éléments ne sont pas apparus sur mes diapos, au vu du contexte de la conférence, parce qu'on ne pourra pas prendre le temps de parler des ODD17 le professeur Roch validera, c'est qu'on peut parler des ODD 17 ou de l'agenda 2030 pour toute une année, on n'en finira pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu où se trouvent les limites et puis continuer à vivifier notre communauté scientifique de chercheurs pour trouver des réponses. Alors, le cas du Sahel. Pour ceux qui connaissent le Sahel, il n'y a pas de dédication à faire. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le Sahel, c'est quoi? C'est pas une entité juridique, c'est une entité géographique. C'est important de le préciser comme ça d'abord. C'est une entité géographique qui rassemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal, le Tchad, ça va un peu loin. Toute cette partie-là, c'est le Sahel. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Parce que c'est une région qui est assez vulnérable en termes de changement climatique. C'est une région assez vulnérable aujourd'hui pour les questions de sécurité. Nous allons rentrer dedans lorsque nous allons mettre le zoom sur certains pays. Mais j'aimerais vous faire lire une déclaration de la directrice du Programme alimentaire mondial sur cette question d'urgence au Sahel. La directrice du PAM, donc, qui a les données sous la main. Elle dit quoi? La diminution mondiale de l'aide étrangère représente une menace importante pour nos opérations en Afrique de l'Ouest, en particulier le Sahel et au Nigeria. Alors que des millions de personnes devraient être confrontées à une faim d'urgence au plus fort de la période de soudure. La communauté internationale doit intensifier son soutien pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Nous devons agir maintenant pour permettre aux PAM d'apporter une aide rapide aux personnes dans le besoin. L'inaction aura de graves conséquences pour la région et au-delà, car la sécurité alimentaire est une question de sécurité nationale. C'est une déclaration qui date de 8 mai 2025. Elle est assez récente. Elle continue. Elle dit « L'Afrique de l'Ouest et du Centre a longtemps été négligée en termes de financement et d'attention internationaux. Nous devons changer de paradigme pour inverser la tendance à l'aggravation de la faim et son impact sur les femmes, les hommes et les enfants vulnérables. » À travers l'urgence qu'elle déclare, c'est qu'on retrouve le premier objectif de développement, la lutte contre la faim. Deuxième plutôt, merci. Qui est une source de toutes les autres questions.
Et elle précise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas allée du dos de la cuillère, c'est qu'il y a eu une négligence de financement de ces pays. Donc, il faut réorienter. Ça ne veut pas dire que les fonds n'existent pas. Ça existe, mais ils sont orientés vers autres. Parce que lorsqu'on prend un peu aujourd'hui la question du financement de la guerre de l'Ukraine, on voit comment ces fonds sont destinés au niveau de l'Ukraine. Pourtant, il y a d'autres régions du monde où on pourrait faire quelque chose. Même si l'ONU n'a pas la capacité de contraindre ces États qui financent, mais il est important que toujours que la société civile, la communauté scientifique continue d'alerter, d'apporter une pression à ces décideurs pour réorienter les questions de financement à des régions qui pourraient être des foyers de tension et qui ont des conséquences qui pourraient avoir des conséquences dures pour les autres régions. Parce que lorsque la faim est déclarée dans certaines régions, la première conséquence, c'est que ce sont des déplacements. C'est de l'immigration irrégulière, ainsi de suite, qui va se faire. Et vous le constatez quand vous prenez les rapports sur l'OIM de ces États du Sahel vers le nord du Maghreb, pour la région de l'Europe. Voyez le flux migratoire de ces personnes-là, parce que c'est pas parce que ces personnes recherchent un cadre de vie luxueux, non, c'est parce qu'il y a une exigence qui fait qu'elles sortent. Donc, cette question, ce message de la directrice est assez inspirant, pour comprendre que l'urgence est là, c'est demain. Ce n'est pas que c'est une décennie, non, c'est maintenant là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse continuer à rester dans le fait d'observer ou on se mobilise pour apporter une réponse pour ne pas qu'on se retrouve dans une sorte de somalisation ou d'afghanistanisation, si le terme existe, de ces régions? Après, ça devient des problèmes. Alors, la région du Sahel, comme je vous disais, que c'est là. Ce sont les territoires, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Mais dans le cas d'espèce, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le Mali, le Burkina et le Niger, le Sahel central. Donc, c'est un territoire qui a à peu près 100 millions d'habitants et qui cristallise aujourd'hui beaucoup de difficultés pour ceux qui s'y intéressent aux questions au niveau du Sahel, parce que c'est à peu près assez de personnes qui meurent sur les questions d'insécurité, les victimes des attaques terroristes, les victimes de la famine, les victimes au niveau scolaire, ainsi de suite. Donc, c'est une région qui est en crise. Peut-être elle n'est pas assez visible, comme dans certaines régions aussi d'Afrique centrale, mais il faut qu'on la visibilise pour apporter des réponses. Euh, Regardez avec moi, s'il vous plaît, au niveau du tableau de l'écran, ce, ce test ou bien cette image du PNUD qui parle de la fragilité de ces États. Quand on prend l'indice de fragilité du Burkina, c'est 94,2. C'est un État fragile. D'où je vous avais parlé de la définition conceptuelle de la fragilité des États. Fragilité, c'est-à-dire c'est un État aujourd'hui qui serait en difficulté, en incapacité de pouvoir absorber certaines attaques. Que ce soit des attaques économiques, si ça pourrait exister, ou bien disons des difficultés économiques, des attaques sécuritaires, ainsi de suite. Et au niveau de l'indice mondial de la paix, vous voyez, le PIB. Quand on vient sur le Mali, 97,3 d'indice de fragilité. Aussi pour le Niger. Donc, ces États-là, ils sont aujourd'hui dans des difficultés de pouvoir mobiliser des fonds et faire face à la stabilisation de leur pays pour continuer la marche comme définie par l'agenda 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine, font face à des enjeux importants à l'interne qui serait important de soulever. Il y a une crise alimentaire au Sahel. Sur 100 millions de personnes, vous avez à peu près la moitié de cette population qui serait en insécurité alimentaire. Alors que dans d'autres coins du monde,
il y a quand même une perdition d'aliments qui est là, ainsi de suite. Et 2,3 millions qui sera en urgence. Donc, c'est une zone critique. C'est une zone critique, le Burkina, le Niger, et à cela j'ajoute le Tchad, parce que ce rapport est donné par le programme le FAO. Mais les causes, c'est qu'il y a un conflit armé et de la sécheresse extrême. J'ai essayé de mettre un peu le cap sur les questions de conflit, mais aussi climatique, où je ne me suis pas trop accentué. Mais le conflit, parce que c'est ce qui empêche aujourd'hui même de réorienter des investissements privés dans ces territoires pour pouvoir continuer à distribuer la recherche nationale pouvoir continuer à distribuer la recherche à ses habitants. Il y a une crise alimentaire, une crise environnementale, ça c'est, disons, le professeur Blaise Pascal, c'est son domaine de prédilection, pourrait bien voir que c'est 0,25% des émissions mondiales, ces trois pays, le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad. Or, parmi les 10% les plus faibles du monde, c'est-à-dire ils produisent moins de gaz à effet de serre. Et le Niger est le pays le plus vulnérable en termes de crise environnementale. Le Tchad, troisième pays, et autres pays sahéliens dans les 20 autres pourcents. Donc, ceux qui ont les fonds, qui ont la capacité plutôt, qui impactent sur l'environnement au lieu de faire face aux obligations internationales qui les sont imposées, ne répondent pas aux obligations, et les autres régions du monde qui subissent les conséquences font face à une question de mobilisation de fonds en termes de partenariat. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la question de justice climatique, de justice environnementale, si ça existe, en tout cas, ben, je sais que la justice climatique, ça pourrait exister, l'environnemental, pourrait voir que ça, c'est une question qui aussi est un terreau fertile aujourd'hui pour la fragilité de ces États et qui crée également euh, un élément générateur des crises multidimensionnelles. Donc, vers une sécurité persistante, la région de l'Iptako-Gourma, c'est une région frontalière entre les trois pays qui est l'épicentre des violences, parce que c'est là où se reposent les groupes terroristes armés qui font du trafic, ainsi de suite. Donc, ça représente aujourd'hui 300% d'attaques depuis 2020. Et quand on voit un peu au niveau du Mali, c'est 450 000 personnes déplacées selon l'OIM. Le Burkina, également, vous avez 2,1 millions de déplacés. Le Niger, 370 000. 50% depuis 2023 après le coup d'État. Au Burkina, 6 000 écoles sont fermées et au Mali, 1 200. Voilà, je vous partage une carte tirée des sources des Nations Unies. Vous voyez, au Niger, 438 000, ce sont des chiffres qui représentent les demandeurs d'asile, les personnes déplacées en interne, et ainsi de suite. Tous ces déplacements-là qui sont là, qui justifient également aussi la fragilité, les questions de stabilité de ces États, parce qu'on n'arrive pas à cantonner les habitants pour bénéficier des résultats de l'activité économique, disons être dans un processus de bonheur, quoi. Bon, les déterminants des attaques terroristes au Sahel central, c'est qu'il y a une faiblesse institutionnelle, il y a une absence d'État, aujourd'hui une désacralisation de l'État depuis les coups d'État, les différents coups d'État qui se sont passés au Mali, au Niger et au Burkina, qui fait que les aides et les subventions ont été suspendues. Donc, ça influe directement sur la pauvreté, sur le chômage, et ce qui crée des inégalités. Donc, il y a une criminalité aussi qui est organisée parce que derrière tout ça, derrière la suspension des aides, le fait de ne pas reconnaître ces régimes qui sont présents dans ces États-là, euh, ce qui se passe, c'est que ça laisse place à des structures désorganisées, criminelles, qui font leurs lois. Et ça fragilise également ces États. Donc, ça, c'est une carte tirée de l'Institut for Economics and Peace qui s'intéresse beaucoup aux questions de terrorisme
qui dit aujourd'hui que le Sahel est le nouvel épicentre du tourisme. C'est-à-dire que, vous voyez sur la carte, au niveau de la légende bleu ciel, ça c'est au niveau du Moyen-Orient, ou disons comme ça, ce n'est plus la source du tourisme. C'est déplacé, c'est venu au niveau du Sahel. Il y a une augmentation. Ça, c'est depuis 2023. Donc, ça risque d'embraser toute la partie de la région. Parce que s'il n'y a pas de solution qui soit trouvée, qu'est-ce qui va se passer? Ces groupes terroristes pourraient s'éparpiller un peu partout dans ces régions d'Afrique. C'est aussi la répartition des décès dus au terrorisme en 2024 que l'Institut donne. En premier lieu, vous voyez que c'est le Burkina Faso qui se positionne en termes de 20%. Et après, nous venons sur le Mali qui est en huitième position. Le Niger, 12%. Donc ça, ce qui veut dire que ces trois États se suivent en termes de causes. Les crises sont tellement imbriquées, interconnectées, qu'il est important de trouver une réponse régionale et aussi personnalisée pour ces États. L'impact du tourisme sur les investissements et la mobilisation des ressources au Burkina Faso, puisque le PowerPoint sera partagé pour ceux qui voudraient lire après les colonnes du tableau pour en voir. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est le nombre de fermetures d'écoles, 427, 24 établissements fermés, plus de 4 millions de personnes qui sont affectées. 5319 écoles fermées, voilà, 818 149 élèves affectés. 424, ça c'est pour les établissements sanitaires. Ça, c'est alarmant. L'impact du tourisme sur les investissements et la mobilisation des ressources au Mali. 378 000 personnes qui sont affectées. Et quand on prend la colonne au niveau des indicateurs, la réallocation des ressources publiques, est affectée aux priorités, aux dépenses militaires, au détriment du développement. Le professeur Rock nous a toujours dit ça, qu'il y a une question assez symétrique qui puisse exister entre l'armement et le développement. Et on le constate ici, parce que les fonds sont alloués pour des questions de sécurité au lieu de les allouer pour la santé, l'éducation, et ainsi de suite. Parce que ces États sont fragiles. L'impact du tourisme sur les investissements et la mobilisation des ressources au Niger. C'est la même chose pour les personnes déplacées, 431 000. Réallocation des ressources publiques, rapport donné par le FMI. Augmentation des dépenses sécuritaires, réduction des budgets sociaux. Ralentissement des investissements privés et publics, qui sont pourtant des sous-éléments de l'ODD 17. Besoin de financement humanitaire 2024. Burkina Faso, Mali, Niger. C'est là. 934 millions, 750 millions, ainsi de suite, qui sont en peine d'être couverts. Donc, je vous laisse imaginer la suite. L'AES est une solution arrimée à l'agenda 2030, c'est la question. L'AES, c'est quoi? C'est que ces États ont voulu ensemble se mettre ensemble pour trouver une réponse face aux questions de sécurité. Face aux questions de sécurité et sortir de ces crises. Et moi, je me pose la question, est-ce que l'AIS, c'est l'Alliance des États du Sahel, maintenant qui est devenue une entité juridique, est-ce que ça peut être une réponse qui est en lien avec l'agenda 2030 et qui pourrait aussi être une réponse aux ODD 17, aux autres ODD? Eh bien, le contexte de création, c'est que ces États se sont vus exclus de la communauté régionale parce qu'il y a un coup d'État, l'ordre constitutionnel a été rompu et les militaires sont apparus sur la scène politique. Donc, dans aucune démarche diplomatique, dans aucune démarche de méthodologie, l'organisation de la CEDEAO que vous connaissez a eu une approche pour dire, écoutez, on ne peut pas vous laisser comme ça parce que vous êtes fragile, voilà telle démarche qu'il va falloir faire. Non, on les exclut. Donc, ils se ressentent, ils ont mis en place l'AES pour eux, pourrait être dans un processus de confédération, parce que l'objectif final, c'est ce qu'ils souhaiteraient pour répondre aux menaces de rébellion et d'agression institutionnelle, et aussi avoir une réponse économique. Les fondements juridiques, c'est que je me dis que c'est aligné à l'article 52 de la Charte des Nations Unies qui
qui ne s'oppose pas aux accords entre pays, qui voudraient répondre aux questions de développement, aux questions de coopération, et ainsi de suite, voilà. Et aussi à la déclaration sur le droit au développement. Donc, les objectifs principaux, vous voyez que c'est une défense collective et lutter contre le terrorisme, ils ont mis ça en priorité. Renforcer l'intégration politique, économique et sécuritaire et promouvoir l'autonomie régionale. Donc, ils sont dans un processus où ils vont pouvoir véritablement, disons comme ça, suivant la lecture, mettre en œuvre les cibles qui sont incluses dans l'ODD 17, public, privé, mutualiser ses efforts. La question qui est importante de poser, est-ce que l'AES peut-elle dépasser le cadre militaire pour construire des partenariats inclusifs? Bon, l'intégration régionale reste centrée sur la sécurité, parce que c'est le défi là-bas aujourd'hui, mais en se retirant de la CEDEAO et de la francophonie, moi aussi, parce que là, ils ont fait une déclaration, là, de l'organisation de la francophonie, pas dans une démarche politique, mais dans une démarche d'analyse juridique et politique. Je me pose bien la question, comment ils arriveraient aussi à se faire une certaine notoriété, une reconnaissance internationale pour pouvoir toujours mobiliser les fonds pour répondre aux questions qui se posent dans leur agenda, dans leur plan. Donc, il y a question à repenser aussi à ce niveau de ces États. Donc, l'avenir de l'AES repose sur sa capacité à évoluer d'une alliance défensive vers un cadre de coopération aligné sur l'agenda 2030. C'est comme ça que je pense la chose aussi. Et en conclusion, nous allons bientôt rentrer en conclusion, c'est que l'ODD 17 doit aller au-delà de la création des partenariats. C'est qu'il faut apporter un zoom sur, d'abord, revitaliser ces États-là au niveau du Sahel, répondre à ces exigences de sécurité, et puis les partenariats seront efficaces. Vous avez les trois propositions. Revitaliser l'État, c'est quoi? C'est que ses missions régaliennes, il faut d'abord répondre aux questions sociales, la santé, l'éducation, les routes, et ainsi de suite. Je vous partage en conclusion une proposition faite par la Banque mondiale. Ça date de 2025, là, et ça fait à peu près, disons, 2 semaines, qui propose, disons, pour l'Afrique, et qui peut être, disons, contextualisée sur l'AES, si vous voulez, pour les autres mondes, les autres régions du monde, un cheminement, un itinéraire pour les développements, pour les partenariats. L'Afrique devrait continuer, slash, flèche, promouvoir davantage des co-entreprises avec l'international partenaire, négocier pour le meilleur investissement avec des meilleures stratégies. Et ils disent, il faut diversifier le commerce international et économique, avoir accès aux autres marchés internationaux, ainsi de suite. Développer l'économie spéciale, zone et succès expérience dans la fabrication, imposer un engagement politique et la gouvernance, et puis avocat pour une immigration saine, politique et entrepreneuriale, habiliter les femmes et les entreprises, assurer plus efficacement un soutien externe. Ça, c'est une proposition de la Banque mondiale. À savoir maintenant, est-ce que vous qui êtes présent aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Mais moi, je la trouve quand même plutôt intéressante, qui pourrait être à voir. Voilà. Donc, arrivé à ce point, je vous remercie pour l'attention et puis pour cet intérêt que vous avez accordé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kourouma. Je vous invite à arrêter le partage d'écran. On va pouvoir retourner en galerie et vous aurez l'occasion de discuter avec les participants. Il y a plusieurs personnes qui sont sur le Zoom. Je vais vous inviter à poser des questions. Donc, manifestez-vous en levant la main ou en écrivant dans le chat. Moi, je vais m'assurer là, que tout le monde ait l'occasion de participer. Donc, je vais commencer quand même avec les gens dans la salle. Donc, je me tourne vers les personnes qui sont dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut briser la glace et poser une première question à notre conférencier? Donc, je me tourne vers les gens sur le Zoom. Quelqu'un veut poser une question? Oui, Aboubacar. Et ensuite, Gaël Breton-Leboeuf, ma collègue. Donc, Aboubacar, vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro. On vous écoute. Ok. Bonjour
à toutes et à tous. Et je remercie le cher conférencier pour cette présentation très enrichissante et d'actualité, effectivement. C'est une contribution et suivie d'une question plus ou moins ouverte, puisque dans la section consacrée à la problématique présentée par le conférencier, il a été formulé comme une question principale qui porte sur l'échec de partenariat, donc qui est mis en place sous l'égide des objectifs de développement durable pour stabiliser le pays du Sahel, comme le cas de Burkina, du Niger et de Mali. OK. Malgré les dispositifs annoncés, ces États enclavés et politiquement fragilisés demeurent confrontés à des crises majeures depuis le coup d'État. Et on sait que à un moment donné, ces trois États, notamment le Mali et le Niger, qui n'ont pas accès à la mer, ont été dépourvus d'accès donc à toutes les marchandises qui provenaient donc de l'extérieur. Il y a eu beaucoup de cas qui touchent les droits humains. L'accès aux produits pharmaceutiques était interdit et l'électricité était coupée. Alors, tout ça, je comprends, c'était des sanctions et par rapport donc au renversement du régime démocratique. Dès lors, sommes-nous en droit de présumer que les ODD, tels que promus ou sous l'égide de l'ONU, ne se matérialisent réellement pas que dans les contextes démocratiques? Est-ce que la démocratie est une condition sine qua non pour que les ODD se manifestent? Quand on prend l'exemple de ces pays du Sahel, le Niger, le Burkina et le Mali, et pouvons-nous sérieusement envisager que leur mise en œuvre, les ODD, dans certains cas, participe à une forme de déshumanisation en privant des populations vulnérables de leurs besoins fondamentaux sous prétexte de principes politiques, puisque les personnes qui souffrent, ce ne sont pas les leaders qui prennent le pouvoir ou les hommes politiques, les personnes qui guident les politiques. Ce sont des populations qui sont vulnérables. Et je pense que les ODD visent ces personnes vulnérables. Alors, je ne cherche pas une réponse vraiment précise de la part de cher conférencier. Et tout simplement, c'est une invitation, je lance une invitation à la réflexion critique, telle qu'il a dit, le conférencier, effectivement. Comment réellement humaniser la mise en œuvre des ODD afin qu'ils servent d'abord les individus et les communautés, indépendamment de régimes politiques choisis par le peuple ou les responsables de ce peuple. Je suis ressortissant du Niger, là. Peut-être vous avez lu le rapport, comment on appelle, les statistiques. Je peux dire que je suis témoin oculaire de la situation, de ce qui se passe dans ce pays. Est-ce que c'est humanisé tel que les ODD se manifestent sous l'égide des Nations Unies? On n'oublie pas déjà que l'Union africaine n'a rien fait dans ce sens aussi. On ne va pas condamner uniquement l'ONU. L'Union africaine, qu'a-t-elle fait dans ces circonstances au Sahel? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aboubacar. Écoutez, je pense que c'est des remarques puis des questions qui sont tout à fait pertinentes. Ça nous amènerait également sur le terrain de l'ODD 16, qui porte justement sur les questions liées à l'état de droit, la démocratie, les droits civils et politiques, la pacification et la démocratisation de nos sociétés. Donc, j'inviterai peut-être M. Kourouma à dire quelques mots. Même si la présentation portait sur l'ODD 17, je pense que les ODD, comme vous l'avez souligné, sont interconnectés, interdépendants. Donc, du coup, une question en amène une autre, puis vous avez déjà évoqué des enjeux puis des aspects qui concernent les ODD en matière de santé, d'alimentation, de lutte contre la pauvreté. Donc, toutes ces questions sont liées. Donc, merci à Boubacar pour votre question. Il y a ma collègue Gaëlle Breton-Legoff qui a une question également. Donc, je l'invite à ouvrir son micro et à poser la question au conférencier.
Oui, bonjour tout le monde, ça va, vous m'entendez bien? On t'entend très bien, Gaël, merci. Parfait. J'ai plusieurs remarques. Je vais y aller par la plus facile. Parmi votre cadre juridique, vous avez évoqué différentes dispositions, puis je voudrais vous suggérer d'en intégrer une supplémentaire qui est par rapport au but et objectifs des Nations Unies, l'article 1.3 de la Charte, qui prévoit donc réaliser la coopération internationale en résolvant des problèmes internationaux d'ordre économique, social, etc. Donc, ça, c'est, voilà. Par rapport à votre cadre conceptuel, je suis allée relire l'ODD 17. Puis, l'ODD 17 dit promeut, le 17e et dernier objectif, promeut des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile. Efficace. Lorsque vous avez fait votre présentation sur l'ODD 17, le cadre conceptuel, vous avez parlé de partenariat durable et non efficace. Donc là, je me demandais pourquoi et comment est-ce que vous faites le lien entre, est-ce que vous considérez qu'un partenariat efficace est nécessairement un partenariat durable? Est-ce qu'en plus de la durabilité, ne faut-il pas aussi considérer la pertinence? Parce que, bon, il y a certaines organisations, par exemple de la société civile, qui peuvent intervenir sur le terrain, mais qui, au fond, ne présentent pas vraiment, sont pas vraiment utiles ou efficaces en termes de partenariat durable ou de développement durable. Donc, j'avais cette première question-là. Donc, comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir, euh, comment dire, le, la question de la durabilité? Et d'autre part, au niveau, vous avez parlé aussi de responsabilité. Et quand vous en avez parlé, je me suis questionnée sur, au fond, est-ce vraiment de la responsabilité au sens juridique ou de la responsabilité au sens de reddition des comptes, où là, on va dans une autre dimension qui n'est pas la responsabilité strictement juridique. Voilà. Et finalement, quatrième remarque, au niveau de la fragilité des États, ben, vous l'avez plus ou moins abordé à la fin, c'est en fait tout le lien avec l'État de droit, la démocratie, la séparation des pouvoirs. Donc, voilà, c'est quelques petites questions ou remarques que j'avais à vous faire. Plutôt des questions d'ailleurs. Merci beaucoup, Gaël. Il y a une question qui a été formulée dans le chat, donc je vais vous la lire, puis ensuite j'aurai moi-même une question, puis je vais vous donner la parole pour répondre à ce premier bloc de questions-là. Puis, comme c'est souvent l'usage, ben, il y aura un second et un troisième tour de questions et d'observations. Donc, la question qui est posée dans le chat, c'est la suivante. Je vais la prendre en note. La décision de Donald Trump d'interdire l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de certains pays du Sahel pourrait-elle entraver la mise en œuvre effective de l'objectif de développement durable 17? Je me permets une observation slash question. L'ODD 17 est intimement lié aux stratégies que l'ONU a développées en matière de financement du développement. Historiquement, il y a eu 3 conférences et on est sur le bord de 4e conférence internationale sur le financement du développement. Donc, on a eu la première conférence de Monterrey de mémoire, c'était en 2002. Ensuite, il y a eu la conférence de Doha. Donc, ces 2 conférences-là étaient liées au programme des objectifs du millénaire pour le développement. Et on a eu une 3e conférence, la conférence d'Addis Abeba, qui a précédé l'adoption de l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc là, on va avoir une 4e conférence ACV dans quelques jours, à la fin du mois, qui porte sur le financement du développement et en termes de partenariat externe, que le partenariat concerne l'un quelconque des pays africains ou la région du Sahel, qui était l'objet d'étude là, pour votre conférence. Qui sont, selon vous, les partenaires les plus susceptibles d'établir des partenariats durables
parce qu'on sait, dans les dernières années, la Chine a beaucoup accru ses investissements sur le continent africain. L'Europe le fait depuis des décennies et a aussi adopté un nouveau programme qui est le NDICI, pardon, que vous avez déjà abordé à une autre occasion dans le cadre du précédent trimestre. Par ailleurs, ben, on voit un petit peu comment les États-Unis orientent ou réorientent de façon assez drastique leur politique étrangère et leur politique en matière d'aide. Donc, dans ce contexte-là, outre la coopération sud-sud et le commerce qui va naître de la mise en place de la ZLECAf, qui sont, selon vous, les meilleurs partenaires ou les groupes d'États, ou enfin, qui sont susceptibles de s'inscrire dans ce que vous appelez un partenariat durable. Donc, voilà mes questions. Donc, vous avez un premier bloc de questions auxquelles vous pourrez répondre. Puis, une fois que vous l'aurez fait, ben, je me tournerai à nouveau vers nos participants en salle et également sur le Zoom. Donc, la parole est à vous, M. Kourouma. D'accord. Merci. Ça prouve que, en tout cas, ça a été une thématique qui a été suivie, puisque les questions qui sont posées sont des questions qui rentrent dans la question plutôt dans les options du détail. Je vais répondre à la question tenter de répondre, de Abubakar, qui parle de démocratie, de l'échec de partenariat des États. Est-ce que la question démocratique est un impératif pour la mise en œuvre des ODD 17? Bon, il faut comprendre que les questions de démocratie, après ça devient ça dépend de l'angle où on se place pour faire apporter une appréciation de la question. Est-ce que nous sommes là sur l'angle d'une appréciation politique ou sous l'angle d'une appréciation juridique? Voilà. En étant sur l'angle plutôt de l'appréciation juridique, ce sont bien sûr que des régimes politiques aujourd'hui qui sont là, qui ne relèvent pas de la légalité, comme j'avais rappelé, mais qui ont une effectivité sur le territoire. Entre légalité et effectivité, ben, le droit répond à ça. Il s'agit quand même Est-ce qu'ils ont une effectivité en termes de maîtrise sur le terrain pour trouver des réponses aux défis et aux questions qui se posent dans leur pays interne? Parce qu'après avoir rompu, après avoir rompu l'ordre constitutionnel, ces États ont remplacé les constitutions par des chartes qui ont été unilatéralement rédigées, sans aucune onction populaire. Bon, la question, je ne rentrerai pas dans une appréciation démocratique ou dans une appréciation politique. La question, c'est les partenariats au niveau interne et externe. Savoir, au niveau interne, est-ce que ces États arrivent à définir un cadre qui permet de mettre la société civile, de mettre les entreprises publiques et privées dans une dynamique qui répond aux questions de développement pour réduire la pauvreté? C'est ça la question pour moi. Maintenant, est-ce qu'un régime non démocratique qui a une effectivité sur le territoire arrivera à le faire? C'est la question. Premier pan. Deuxième pan, c'est que il faut prendre la question de partenariat sur deux volets. C'est qu'il y a un partenariat à l'interne qui se fait et un partenariat aussi à l'extérieur qui se fait pour pouvoir avoir des investissements, des fonds, et ainsi de suite. On est bien d'accord que si ce sont des régimes qui ne sont pas reconnus constitutionnellement, démocratiquement, il y a des États dans leur politique étrangère n'arrivent pas à rentrer en contact avec ces États, donc ce qui fait que les aides, les financements ou les politiques de réponse apportées sont suspendus. Donc, pour moi, pour répondre à votre question sans prendre position, parce que ça sera quand même suicidaire de prendre une position à ce plan-là, voilà, je dirais bien sûr qu'il faut mettre en mouvement, comme le dit le professeur, les ODD 16, comme les ODD sont interconnectés. C'est créer un espace de paisibilité. Si ces États, disons au début, avant qu'il y ait ces interruptions
de régime constitutionnel, avait pu apporter une priorité aux questions d'ODD 1, 2 ou 3, c'est que la réponse de la crise ne serait pas différente. C'est que la population serait plutôt dans une question prospective, ne soutiendrait pas ces régimes militaires. Il pourrait demander plutôt une revendication sur autre chose. Mais les régimes aujourd'hui sont soutenus par ce qu'on voit quand même, et par l'actualité, même si on n'a pas de données pour pouvoir fonder un jugement. Quand vous partez au Mali, c'est que c'est la population qui dit non, il faut accorder un mandat unilatéral à ces militaires. On n'a pas besoin d'élections ici. Les Maliens disent non, écoutez, on n'a pas besoin de partis politiques. C'est quand même une grande majorité de la société civile. Au Burkina également, c'est la même chose. Pour le Niger, Abakar, vous êtes ressortissant de là-bas, c'est aussi la même chose. Parce que pourquoi? Parce que ces militaires, dans leur réponse aux questions de développement, c'est qu'ils arrivent à montrer qu'ils arrivent à mobiliser les fonds à l'interne à travers un partenariat. Il y a eu de l'aide qui a été coupée parce qu'ils ont été suspendus au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, au niveau de l'Union africaine, mais ils sont parvenus, à travers des mobilisations de fonds, de lever des fonds pour faire face aux besoins de financement de la sécurité, pour atténuer les questions d'insécurité et continuer dans le processus de développement. Donc, M. Abouakar, je dirais bien que le partenariat ne peut pas être essentiellement dirigé vers une question politique, mais doit être essentiellement dirigé vers des questions de but. Voilà. Voilà. Je remercie les professeurs. Yael Breton-Legoff. OK. Alors, je vous remercie pour vos observations que je trouve importantes, que je prendrai en considération pour disons, affiner mon travail si j'ai envie de travailler dessus prochainement, sur l'article 1, alinéa 3. Vous avez bien fait d'indexer la question sur le cadre conceptuel en mettant en tension le terme efficacité et durabilité. Oui. Je trouve d'abord que dans un premier temps, ces deux termes, l'efficacité qui se trouve plutôt dans la littérature de l'ONU, ne serait pas en contradiction avec la définition apportée par le chercheur dont j'ai mobilisé, qui parle de durabilité. Pour moi, l'efficacité, quand je prends la définition que l'ONU apporte au partenariat, que j'ai sous les yeux, voilà, voilà, qui dit que renforcer le partenariat mondial pour le développement durable, je vous partage si vous voulez. Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multiples permettant de mobiliser et à partager des savoirs. Vous avez aussi de votre côté donné une définition. L'efficacité, pour moi, c'est contextuel. Ce n'est pas inscrit dans le temps. Et le fait que ça soit la question d'efficacité, je l'aperçois plutôt dans une question de performance économique, de réponse à une ponctuelle, programmée, ainsi de suite. Et pourquoi j'ai voulu ajouter sur la définition des Nations Unies, la définition mobilisée par le chercheur, moi, sur la durabilité, c'est que je ne veux pas parler de durabilité au niveau où ces États seront dans une position de recevoir à chaque fois des fonds extérieurs. Parce que là, en ce moment, ils ne vont pas pouvoir développer leur capacité de mobilisation de ressources internes. Mais plutôt, je parle de durabilité en termes internes.
qu'il y ait un processus durable de partenariat interne de ces États qui serait pérenne dans un processus de développement pour réduire les questions liées à la pauvreté et les questions liées au chômage, ainsi de suite. Donc, pour moi, la durabilité, c'est un partenariat assez systématique qui va se développer à l'interne et qui sera en synergie perpétuelle pour répondre au développement. Si je peux me permettre, quand même, c'est un peu comme ça que je perçois la chose pour vous apporter la réponse. Et il y a une personne qui parlait de Donald Trump interdiction. Pardon. Il y a une personne qui parlait de l'interdiction que Donald Trump a eu à faire. Ah oui, sur le chat. Est-ce que vous voulez que je vous relise la question? Non, c'est bon. C'est bon? Savoir, est-ce que les ressortissants des États-Unis pourraient... l'interdiction des ressortissants de ces pays aux États-Unis, leur entrée aux États-Unis pourrait influer sur la réalisation des ODD 17. Bon, et quand on prend... il y a quand même l'apport de la diaspora, de la diaspora, des personnes qui sont de l'immigration, qui apportent des fonds, des transferts d'argent dans leur pays, qui contribuent dans certains ménages à résoudre les choses. Maintenant, savoir, est-ce que ce sous-élément-là peut être un élément macro? Non, ça ne peut pas être un élément macro pour influencer ou bien influer sur l'ensemble des ODD. Mais c'est un élément à prendre en considération, surtout quand on sait le rapatriement des fonds des personnes immigrantes aujourd'hui dans leur pays d'origine qui participent à répondre à une certaine demande sociale. Donc, je dirais, oui, ça apporte une tension parce que c'est un sous-élément des ODD aussi qui fait partir d'un élément de suscible, mais on ne peut pas en faire un élément qui va impacter sur la globalité de la réalisation de cet objectif. Peut-être que je sais pas, vous comprenez pas, mais je me dis que je peux pas rabattre de main pour dire que le fait d'interdire l'accès aux États-Unis à ces ressortissants va impacter. Non. La réponse, c'est que au lieu d'interdire, c'est qu'il faut rentrer dans un processus où il y a une immigration régulée qui pourrait se faire, que si ces personnes voudraient partir aux États-Unis, c'est que ils vont dans un processus de vacances, d'un travail régulier, ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse à l'interne et qu'ils sont sortis pour une question, pour des raisons climatiques, c'est parce qu'il y a la famine, ainsi de suite. Là, ça devient problématique. Après, pour le professeur Roch a posé une question quel est pour moi le format durable Oui, puis la question des partenariats externes. Je sais que c'est une question que vous avez déjà traitée à une autre occasion, mais les partenaires externes sont potentiellement nombreux. Ouais. À ce titre-là, je ne sais pas quelle est votre analyse, quelle est votre compréhension des enjeux. Oui, sur les partenariats externes, c'est une question sur laquelle, je m'intéresse beaucoup. Moi, je suis beaucoup plutôt dans une position alignée sur le plan développé par l'Union africaine. Dans le plan développé par l'Union africaine, qui est une vision assez intégrée, endogène, ou qui tient compte des réalités des pays africains, et qui ne veut pas dire qu'on rabat de la main le partenariat externe venant des pays occidentaux, mais je suis plutôt dans une position où il faut promouvoir, comme l'agenda le dit, aussi un partenariat triangulaire. Partenariat triangulaire où les pays très avancés transmettent les fonds, mais aussi l'expérience à des pays moins avancés, qui ont moins de capacité de nuisance vers les pays du Sud. Ce type de partenariat
peut répondre beaucoup plus aux questions de priorité de développement de ces États aujourd'hui en Afrique. Mais d'abord en mettant en priorité, en lumière, les éléments et les sous-éléments qui sont contenus dans l'agenda de l'Union africaine. Très bien. Ce qui nous amène potentiellement à un deuxième tour de questions. Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'activité. Donc, je me tourne d'abord vers les gens de la salle. Blaise Pascal, vous avez une question pour notre conférencier du jour? Oui, oui, j'ai quelques petites questions, hein, ça ne sera pas très long. Je félicite d'abord le conférencier du jour. Le sujet était très intéressant et on a vraiment beaucoup appris. Je veux parler un peu de la deuxième partie de ta présentation, lorsque tu t'es focalisé sur le cadre juridique et institutionnel, n'est-ce pas, en lien avec les partenariats. J'aimerais savoir si, au stade actuel, bon, c'est vrai, tu as dit que c'est difficile quand même de tout mobiliser et parler de tout le cadre juridique. J'aimerais savoir si le cadre juridique actuel que nous avons au niveau international, ou soit au niveau africain, parce qu'on parle de l'Afrique, est-ce qu'il encadre très bien, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il régule bien ou bien il contient très bien le concept de partenariat efficace, soit durable et efficace comme l'a dit la professeure Gaëlle Breton-Lagolfe. Golfe. Est-ce qu'il encadre très bien, n'est-ce pas, ce concept-là, partenariat efficace et durable, bon, notamment dans le contexte du Sahel? Est-ce que vous pensez qu'il est suffisant ou bien il mérite d'être modifié? Ma deuxième question va porter sur l'agenda 2063, vous en avez parlé, et vous avez fait un lien, n'est-ce pas? Bon, j'aimerais vraiment aller un peu plus loin. Peut-être que vous avez eu l'opportunité, n'est-ce pas, de creuser un peu sur cet agenda-là, sur sa mise en œuvre. Je sais qu'il y a quand même deux rapports qui ont été déjà rendus, n'est-ce pas, dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. J'aimerais savoir ce qui est dit, n'est-ce pas, par rapport à ces rapports-là, par rapport à l'ODD 17, n'est-ce pas, au partenariat dans le contexte du Sahel. Comment est mise en œuvre, n'est-ce pas, les partenariats? Qu'est-ce qui est décrit, n'est-ce pas, dans le deuxième rapport qui a été rendu, je pense, en 2022, ou soit vous pouvez même nous parler du premier rapport de 2020 sur l'état de lieu, n'est-ce pas, de la mise en œuvre, n'est-ce pas, des partenariats, n'est-ce pas, dans le contexte du Sahel. Je prends un peu la troisième et peut-être la quatrième question, mais tu choisiras. Peut-être d'autres, on continuera à discuter parce que nous, on va rester ici pour échanger, n'est-ce pas, sur ces questions-là. En regardant, n'est-ce pas, pour le DD17, on trouve qu'il y a quand même plusieurs aspects, hein. Il y a plusieurs aspects. Bon, vous avez abordé plus les aspects financiers. Il y a les aspects technologiques et de capacité aussi qui sont là. J'aimerais quand même avoir une idée sur ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le cas des pays du Sahel, notamment dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on peut trouver, n'est-ce pas, par rapport à ces deux aspects-là, donc les aspects technologiques et les aspects de capacité dans ces pays du Sahel. Vous avez parlé de la crise environnementale. Là, je veux peut-être m'arrêter pour ne pas abuser de mon temps accordé par le professeur François Roch. Vous avez parlé, n'est-ce pas, des pays africains qui traversent une crise environnementale. Vous avez souligné, j'ai beaucoup aimé, vous avez souligné le fait que ces États-là n'émettent pas beaucoup de gaz à effet de serre, n'est-ce pas? Et vous savez comme moi que le grand défi, n'est-ce pas, des pays africains, c'est sur les enjeux d'adaptation. Ok, j'allais savoir si aujourd'hui, hein, dans le cadre de l'accord de Paris, par exemple, vous savez que il est demandé aux États de soumettre, n'est-ce pas, des contributions déterminées à l'échelle nationale. J'aimerais savoir si les pays que vous avez traités, dont vous avez étudié, n'est-ce pas, dans le cadre de cet exposé, est-ce que ces pays-là prennent en compte, n'est-ce pas, des aspects, des interactions, n'est-ce pas, entre comment environnementales, questions de sécurité, questions alimentaires, dans le cadre, n'est-ce pas, de leur contribution nationale déterminée. Donc, comme j'ai dit, bon, c'est des questions, c'est à choisir, hein. Vous pouvez répondre maintenant ou même après, lorsque nous allons partager le verre de l'amitié. Merci, professeur François. Très bien. Ben, écoutez, ce sera les dernières questions. Après, ben, on arrivera à la fin de la présentation. Effectivement, pour ceux et celles qui sont en présentiel, ben, il y aura un verre de l'amitié. Pour ceux qui sont à distance, ben, c'est partie remise, mais on va avoir l'occasion de se recroiser, de rediscuter d'ici la période des vacances, parce qu'il y a deux autres conférences qui vont être organisées au mois de juin. Donc, vous aurez les détails tout prochainement.
Donc, avant d'y aller du mot de la fin, je me tourne vers vous, M. Kourouma, si vous voulez répondre aux dernières questions qui vous ont été posées. Je vous écoute. Euh, je vais prendre, je vais prendre deux questions du professeur Rock. Et la première, c'est le rapport des ODD 17 au Sahel. Il a posé ça. Est-ce que en lisant ça, en lisant le rapport général plutôt au niveau de la section des ODD 17, quels sont les éléments qui pourraient être mis en lumière ici pour voir comment ces États du Sahel mettent en œuvre cet objectif? D'autres questions, c'est les aspects de mobilisation de ces États à l'interne pour, sur d'autres sous-éléments des ODD 17 qui n'ont rien à voir avec l'aspect financier, à savoir sur la technologie, sur les questions de transfert d'échanges scientifiques, et ainsi de suite. Et, au niveau du rapport, c'est que, oui, dans ma démarche de chercher, moi, je suis allé pour voir au niveau du forum, du Haut Forum des Nations Unies, disons, au forum politique, pour voir un peu d'abord le rapport volontaire, l'examen volontaire de ces États. Et, pour le Mali à ma connaissance, c'est depuis 2022, il n'a pas présenté de rapport. Donc, de 2022 jusqu'à maintenant, euh, on peut pas, de 2022 jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements qui se sont passés et qui ne sont pas mis en lumière. Et donc, il y a absence de données à ce niveau. J'ai également fait pour le Burkina. Le Burkina a présenté son dernier rapport, c'est 2023, pour pouvoir voir, évaluer un peu tout le système. Et quand j'ai lu la question sur le Burkina, le rapport sur le Burkina au niveau des ED17, le système ou bien la méthodologie mobilisée par le gouvernement, bon, ça eux, mais au niveau vous ne voyez pas les carences qui sont mises en avance. Le déficit n'est pas mis en avant. Ils ont plutôt mis en avant l'effort entrepris par les autorités actuelles dans le processus de la mise en œuvre de ces ODD. Donc, je n'avais pas d'autres documents contradictoires pour pouvoir poser en contradiction avec ces données soumises par le gouvernement du Burkina. Le rapport du Niger, il n'y a pas de rapport récent. Donc, il y a de la difficulté à ce niveau pour l'analyse de ces données, pour pouvoir apporter des réponses sur des propositions. Ce qui ramène à dire que c'est quand même un défi qui est au niveau de toutes les institutions. Les questions de données, ce n'est pas nouveau pour ces pays. Et c'est d'interpeller ces États ou bien toutes les personnes qui évoluent dans la communauté de recherche et politique, avoir accès à ces informations. La question de statistiques est très, très criarde en Afrique, pas simplement qu'en Afrique, mais aussi dans certaines autres régions. Donc, ça pourrait peut-être répondre à votre question, donc, ou pas, mais c'est qu'il n'y a pas de données récentes. Ce qui fait que, même pour pouvoir avoir certaines réponses, il fallait que partir vers le PNUD, vers l'OCDE, ainsi de suite, pour avoir des réponses. Autre aspect de mobilisation des États du Sahel. Oui, qui pourrait ne pas avoir un lien avec euh, l'aspect financier. Ces États ont mis d'abord un programme de passeport unique. Pas passeport unique, mais plutôt un passeport pour les trois, parce qu'ils ont été suspendus au niveau de la CEDEAO. Ils sont plutôt retirés, pas suspendus, ils se sont retirés de cette organisation. Et sont aussi, en termes d'autres coopérations, ils sont beaucoup plus orientés pour le moment sur l'aspect sécuritaire. Oui, ils essayent de mettre en contingence ensemble des forces armées, militaires, pour faire face aux défis de la sécurité, parce que pour eux, tant que la réponse à la question sécuritaire n'est pas trouvée,
les autres réponses ne pourront pas être mises en exécution pour les questions qui sont posées. Ce qui ramène à poser la question, parce que dans mon explication, il y a un aspect de source ou de déterminant que je n'ai pas pu évoquer qui me revient à l'idée. C'est d'où vient la source de ces attaques terroristes. C'est que quand on a interpellé la communauté internationale pour dire qu'il ne fallait pas faire une invasion en Libye parce que ça aurait déstructuré, disons, le système de sécurité démographique au niveau de l'Afrique subsaharienne, ça n'avait pas été compris. Et donc, ces groupes terroristes, disons, quand on voit un peu leur dispersion, c'est parce que le régime libyen qui a été balayé, qui constituait une sorte de rempart, a fait en sorte que c'est une des causes aussi assez déterminantes, qui se nourrit de la pauvreté, euh, des conditions misérables de ces territoires pour apporter beaucoup plus d'oxygène à ces questions d'insécurité, d'attaque des terroristes. Donc, pour répondre, ils sont beaucoup plus aujourd'hui très orientés sur la question sécuritaire. Et, mais en prévision, comme je l'ai dit, ils sont dans un processus aussi de confédération où ils veulent faire en sorte que ça soit un seul État et prévoient de mettre en place une banque d'investissement, une banque aussi de développement agricole, ainsi de suite, parce que la question de l'agriculture est assez préoccupante là-bas à cause des conditions climatiques. Ça fait le tour, M. Kourouma? Ouais. Oui, parfait, super. Ben, écoutez, mot de la fin. Je pense que ce que vous avez dit sur les enjeux sécuritaires me permet de faire le pont aussi avec une conférence qui vient tout juste d'être donnée par M. Songo Dione. Donc, j'invite les membres à aller visionner la conférence qui va être bientôt déposée sur notre site web. Je pense, puis ça va être le mot de la fin, que votre conférence soulève toute une série d'enjeux aussi qui concernent l'agenda 2063 de l'Union africaine, les projets phares qui y sont inclus. Et je pense qu'éventuellement, l'Observatoire avait tout intérêt également à s'intéresser aux conséquences de changements de politique étrangère états-unienne. Parce que les États-Unis, depuis quelques semaines maintenant, ont décidé de voter contre l'agenda 2030 des Nations Unies et toute résolution qui va concerner l'agenda 2030. Dans les 10 dernières années, les États-Unis faisaient partie, dans le fond, font partie des 3 seuls États qui n'ont jamais soumis de rapport d'examen nationaux volontaires. Donc, il y a Haïti pour des raisons évidentes, le Myanmar qui ne l'a toujours pas fait depuis 2016. Mais les États-Unis, c'est le 3e et seul autre pays membre de l'Organisation des Nations Unies à ne pas avoir soumis de rapport d'examen nationaux volontaires. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée par tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2016 aux États-Unis. Mais pour la première fois, les États-Unis ont décidé de voter contre l'agenda 2030, de sortir du consensus qui, par ailleurs, concerne tous les autres pays du monde. Donc, c'est une invitation aux membres de l'Observatoire, mais peut-être aussi une responsabilité que j'assumerai dans les prochains mois de réagir face à cette dissociation de la part des États-Unis de l'agenda 2030 des Nations Unies, un agenda qui est au cœur de nos travaux depuis la fondation de l'Observatoire. Donc, sur ces quelques remarques, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos conférences midi. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir.